Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre édition de 11 Montréal, édition particulière aujourd'hui. Frédéric Laure avec vous comme à l'habitude, Vincent Détouche est là aussi, bonjour Vincent. Bonjour. Et on est très heureux de le faire. Pour la première fois, ce qu'on peut appeler maintenant notre collègue aussi à Apple TV, on travaille ensemble, on s'est pas beaucoup croisés, ce qu'on peut surtout appeler le prince de Philly, on va l'appeler comme ça, Monsieur Sébastien Letout qui est avec nous. Salut Sébastien, merci d'être là. Salut messieurs, ça va? C'est de la royauté qu'on a, Vincent, aujourd'hui, Ouais, on c'est est super très contents. gentil. On fait Merci. des blagues, Sébastien, puis même, on sait pas, on travaille ensemble, on se croise rarement. Je t'ai fait des blagues aussi par texto, mais on a été frappé par quand tu vas à Philadelphie. On le voit pas nécessairement à l'écran, puis je pense que les gens qui nous suivent le savent pas. Euh, il, il y a une murale, Vincent d'ailleurs a la murale derrière lui. Il y a ton nom. On a mangé devant une de tes photos aussi avant le match. T'es sur l'anneau d'honneur aussi à Philadelphie. On comprend parce que tu as des records là-bas, 50 buts à Philadelphie dans ta carrière. Il t'a donné les 3 premiers buts, c'est un tour du chapeau au premier match de cette équipe-là à MLS. Mais ça va plus loin que les statistiques. Peux-tu nous parler de justement ta relation avec Philadelphie? Ça commence où cette histoire d'amour avec Philly? C'est commence au premier match, je pense, à domicile, même on va dire la première semaine passée à Philadelphie après avoir été en pré-saison avec l'équipe, juste on va dire rencontrer les fans de Philly qui sont vraiment on va dire spéciaux, mais c'est un peu, je me reconnais un petit peu en eux en même temps. Je suis un peu un fan aussi, et en fait on parle le même langage en fait, j'ai l'impression. Donc ça a été facile pour moi de me mettre vraiment au diapason de cette ville et puis d'être bon sur le terrain aussi. Ouais. Mais comment ça se passe à la base? Parce que tu t'as fait partie de ces joueurs qui ont été pris par Philadelphie dans un repêchage d'expansion. Fait que tu vis un processus que, bon, en plus, tu viens de France, d'Europe, là, on est ailleurs complètement. T'es immergé tout de suite dans une autre ville. On t'a pas tellement demandé ton avis. Alors oui, tomber en amour, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas automatique non plus. Non, c'est pas automatique non plus, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées positivement pour moi ici. Et comme tu l'as dit, là, mon hat-trick dès le premier match, enfin, c'est pas comme ça que des fois que tu commences en tant qu'attaquant dans une nouvelle ville. Donc juste ça, vraiment, m'a mis tout de suite une en haut de l'affiche un petit peu pour cette nouvelle équipe, vu qu'il n'y a aucune histoire depuis maintenant 2010. Voilà, c'était un peu facile pour moi de me mettre vraiment là dans cette ville et puis le super départ que j'ai et puis ensuite vraiment ça s'est vu sur le terrain comment je jouais. J'étais vraiment à chaque fois très heureux de jouer à Philippe, parce que c'est vrai que ça l'énergie, je sais pas qu'il y avait au stade, c'était quelque chose à chaque fois que j'avais moi je pense aussi dans les stages j'ai marqué beaucoup plus de buts à domicile qu'à l'extérieur, c'est sûr. Mais tu demeures là encore. Tu as décidé de t'installer là, c'est ça? Oui, ouais, j'habite à Philadelphie maintenant. C'est un peu la ville où j'ai passé le plus de temps, on va dire, Mm. avec les clubs que j'ai été, mais entre, on va dire, Seattle, qui est vraiment mon début aux États-Unis, et ensuite Philadelphie, où j'ai passé le plus de temps de ma vie. C'est là où vraiment j'ai un peu solidifié beaucoup d'amitié avec beaucoup de personnes ici. Et puis, par rapport à toutes les villes où j'ai été, c'est là où j'ai le plus, oui, d'amis et de connexions qui m'ont aidé un petit peu à aller à mon après-carrière. J'étais commentateur. Avant d'être commentateur, j'étais journaliste. Il me semble qu'il y a eu des rumeurs que t'es passé près de Montréal. À quel point t'es passé près de Montréal? Pas autant que près que je pense tout le monde voulait, parce qu'en Non? tant que joueur à l'époque, tu sais rien. J'ai été tradé 2 fois et je l'ai juste appris la veille à chaque fois. Donc, on n'a pas trop d'infos. Comme vous, je pense que j'ai juste lu que voilà, Montréal me regardait, mais ça faisait longtemps. Je crois que c'était en 2011, je crois. C'est violent à être échangé parce que tu l'as dit, tu as été échangé 2 fois, New York et Vancouver, je Enfin, pense. non, techniquement, 3 fois. Enfin, on va dire de Philly 2 fois, où je l'ai pas su. La même chose quand j'étais de Vancouver à New York, on était à Chicago, j'ai dû aller directement de Chicago à New York juste avec un petit sac, quelques affaires, j'avais rien avec moi. Donc non, on le sait vraiment juste au dernier moment, la plupart du temps. Si c'est pas toi la personne qui demande à être tradé, Mm. habituellement tu le sais juste 1 ou 2 jours avant. C'est violent, c'est dur à prendre. Ouais, bah oui, c'est sûr. Quand tu vas, par rapport à ce que j'ai vécu en France, où quand tu es dans un club, voilà, tu as ton mot à dire. Si tu dois partir, Mm. c'est quand même différent quand tu te mets directement
dans l'équipe. Bon, enfin, je l'avais vécu pour partir de Seattle à Philly, même si, bon, là, j'ai pas choisi, mais c'était peut-être un nouveau départ pour moi, donc peut-être un peu mieux. Mais ensuite, les deux autres, ouais, tu le sais pas, quoi. Et puis, Hmm. tu pars, et j'étais vraiment ouais, déçu parce que je voulais rester ici. Il y a une Mais série c'est ça qui d'histoires rend avec ça, aussi hein. votre relation riche et complexe entre toi et Philadelphie. Parce que ton statut légendaire, quand t'es là-bas, t'es dans le stade, ça se discute même pas. T'es probablement le seul qui a ce statut-là d'ailleurs. Mais ils t'ont échangé 2 fois. Ouais, bah, C'est relation amoureuse, c'est ça, une relation passionnelle probablement. c'était L'explorateur. deux périodes différentes à Philadelphie. Les deux fois, c'est Peter Nowak, bien sûr, la première fois qui m'envoie quelque part parce qu'il n'était pas content par rapport au fait que je voulais pas aller en Angleterre. Et puis, donc, il m'a tradé à Vancouver, c'est la raison. Et ensuite, la deuxième, c'est pareil, un peu pour pouvoir, enfin, parce que j'ai entendu signer Bedoya, il fallait un joueur qui soit tradé et j'étais le seul que Philadelphie à ce moment-là, les clubs voulaient. J'étais le seul joueur et donc ils m'ont enlevé à Colorado pour pouvoir acheter les droits à Chicago, je crois à l'époque, pour prendre Bedoya. Mais ouais, c'est un peu bizarre, surtout avec les deux Ernie Stewart, voilà, qui j'avais beaucoup parlé avant pour pouvoir re-signer avec le club. J'étais dans ma dernière année de contrat et dit oui, bien sûr, mais il m'a tradé en fait. Voilà, c'est un peu ça qui est mal passé dans la deuxième. Avoir un Ouais. peu plus de respect, comme vous l'avez dit, j'ai fait beaucoup de choses pour ce club, donc même si, voilà. Est-ce que je suis d'accord qu'il me traîne? Non, mais dites-le moi avant, j'aurais été un peu plus respecté, je pense. Et tu es encore commentateur en fait, pour Oui, Philadelphie là-bas. on fait toujours la répète mardi ou mercredi, donc là, je viens juste Et d'enregistrer. tu même sur l'écran géant aussi avant le match, c'est ça, c'est pas mal, on t'a vu. Et t'as pas peur aussi de dire les vraies choses. D'ailleurs, sur l'écran géant, pendant que tout le monde se réchauffait, tu disais Philadelphie doit gagner parce ils sont vraiment meilleurs que Montréal aussi. Je me disais, si j'étais de Montréal, j'entendais Sébastien tout me dire mes 4 vérités. Je sais pas quel effet ça aurait sur moi. Non, mais Ça nous a fait rire, ça. c'était un petit peu ouais, la critique à ce moment-là où les deux Ouais. équipes, je pense que c'était. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas de secret, je veux dire les choses que je pense dans la meilleure façon, bien sûr, en respectant tout le monde. Mais Non, non, puis je pense que ça ouais, fait de toi un être aussi vrai, commentateur je de pense. qualité. Ouais. Ouais. Merci. Non, en ce sens-là, tu sais, vu que tu connais la Ligue, mais tu connais aussi particulièrement Philadelphie, on voulait te poser la question à propos de Jim Curtin, parce que c'est les gros points d'interrogation en arrivant dans cette saison-ci. Il semble avoir re-signé, là, il va prolonger à Philadelphie. Quel sentiment on a autant chez l'analyste que chez les partisans? Est-ce qu'on est submergé de bonheur ou au contraire, on se dit, bof, Moi, je pense qu'est-ce que t'en penses? bien sûr, tous les fans de Philadelphie et les vrais fans qui voilà, sont avec l'équipe maintenant depuis 5-10 ans, voient vraiment le travail qu'a fait Jim depuis qu'il est arrivé. J'y étais quand il a commencé, mais c'est vrai que je pense que la personne qu'il est maintenant en tant qu'entraîneur et tous les bons résultats, il n'est pas du tout le même entraîneur, je pense, qu'il a commencé quand j'étais avec lui en 2018. Donc, on voit vraiment la progression et je pense que c'est vraiment mérité. D'avoir voilà un nouveau contrat pour essayer de maintenant, je pense, mettre encore la barre plus haut pour Philadelphie, parce que c'est une équipe depuis les 4 dernières années qui était à chaque fois en haut du classement. Vincent, les vertus de garder un entraîneur longtemps, les vertus de la stabilité, on en a fait même des blagues par moment à Montréal, mais t'as pas l'impression que c'est encore même dans le sport professionnel quelque chose de sous-exploité? Avoir quelqu'un qui est là pendant longtemps, lui donner les outils aussi pour gagner. Parce que Curtin, il a été congédié, on est le premier à l'avoir fait ou à l'avoir dit. De 2014 à 2018, il a probablement été congédié par les médias 50 fois où il n'a jamais été congédié. Ouais, Non, il a, c'est vrai qu'en plus, tu disais, tu étais avec lui à cette époque-là. Je sais même pas comment vous le viviez parce que forcément, vous entendez les rumeurs. On dirait vraiment pour vrai, tous les 3 mois ou presque, il était à un match de prendre la porte. Ça devait pas être si simple que ça non plus à gérer en tant que groupe, là. non, je pense que oui, il était, comme tu dis, prêt dans les deux cas. La porte de partir, enfin, on savait pas un peu trop ce qui allait se passer, mais je pense que l'arrivée de Ernst Tanner en tant C'est que ça. general manager, je pense la monter un peu plus, je pense, à un meilleur niveau. Je pense qu'il a vraiment, il l'a aidé à construire une équipe vraiment qui et peut jouer pour une autre Jim Curtin, c'est-à-dire une équipe qui est vraiment qui travaille dur, un peu la même mentalité qu'il a quand il est dit de Philadelphie, tu sais, comme une personne qui voilà qui fait tout ce qu'il peut pour gagner. Et je pense que Hans Tanner l'a beaucoup aidé, je pense, avec le recrutement, avoir vraiment des joueurs qui sont bien avec lui. Et puis oui, après bien sûr,
je pense qu'il a appris beaucoup et il sait ce qu'il doit demander à cette équipe pour avoir des résultats. Bon, vous Mais je suis connaissez... d'accord, c'est un peu là où Oui. je m'en allais, moi, dans ma réponse à Fred, à ta question, c'est que, tu sais, la stabilité pour la stabilité, ça veut pas forcément dire grand-chose. On a connu une époque où Jim Curtin, avec pas le bon assemblage, ça marchait pas. Que là, en l'occurrence, c'est une corrélation de plusieurs facteurs, de personnes qui sont dans les bons postes et qui travaillent bien ensemble, qui font que l'organisation va loin. C'est pour ça que ma prochaine question, c'est à Philadelphie. Je te demande ton avis, mais aussi peut-être l'avis populaire. Si Ernst Tanner, parce qu'il y avait les rumeurs comme quoi c'était pas des vraies rumeurs parce qu'il a dit non tout de suite, mais qu'il avait été approché par la sélection américaine. Si Ouais, Ernst Tanner partait, à ouais, quel point il y aurait un petit vent de panique quand même? Parce que Jim Curtin est toujours là, oui, mais il ouais, ouais. fait pas tout seul. C'est, bah, je sais, pour moi, la vision que j'ai interne, vu que bah, j'ai été souvent maintenant les dernières années à commenter tous les matchs, donc je connais bien Ernst, on discute, je vois de tous les jours ce qu'il fait pour cette équipe, entre l'académie, entre amener des meilleurs coachs, et surtout recruter les joueurs qui recrutent. C'est impressionnant quand même. Tu peux faire une petite liste de joueurs que tu connaissais pas et tu dis, d'accord, il est quand même pas Ouais. mal où il joue, quoi. Donc, non, c'est beaucoup, je pense, de un an. Donc, s'il part, c'est vrai que oui, il y aura, pour les gens qui connaissent, mais si tu se vois un peu, on va dire, par rapport au recrutement et tout ça, il y aura peut-être, ouais, un peu plus de travail, mais bon, j'espère qu'il partira. Mais c'est vrai que je pense qu'il est proche de peut-être faire au moins 1 ou 2 années avec l'équipe. Mm. C'était c'était parmi nos intentions de parler de ça aussi parce que Philadelphie était probablement considérée comme la meilleure équipe de l'Est aussi. Elle n'est pas première au classement. Tu couvres l'ensemble de la MLS. Cincinnati est loin devant présentement. Par contre, j'ai l'impression que si on devait faire un fameux power ranking, il n'y a personne qui pourrait s'adjuger le titre de numéro un aussi. Dans ce que tu as vu cette année, dans l'Est, puis on parle de Philadelphie, mais ça Ouais. englobe les autres équipes. C'est qui, pour toi, la meilleure équipe à l'Est en ce moment? C'est qui? En ce moment, enfin, j'ai fait beaucoup d'Ouest aussi, mais je dirais que Boston, pour moi, c'est Hmm. l'une des meilleures que j'ai vu jouer. Cincinnati était pas mal aussi, mais ils ont joué à domicile alors que Boston était fort aussi, même à l'extérieur. Enfin, ils n'avaient pas peur de jouer ou de gagner le match. Donc, ouais, je dirais plus New England je les ai vu beaucoup jouer depuis le début et je pense surtout si on va dire il y a Carlos Hill qui joue, Hmm. pour moi, c'est l'une des meilleures équipes. Non, mais c'est un peu ampoulé comme question, Vincent, mais c'est parce qu'on peut-être qu'on manque de respect face à Cincinnati, mais on n'a pas le sentiment que Cincinnati, c'est le patron présentement, même si ils sont devant, non? Bon, quand même. Bon, moi, je trouve T'es qu'ils pas ont une bonne d'accord? avance. Moi, ce que je te dis, ce qui m'impressionne, c'est quand tu regardes le 11 partant avec lequel ils jouent certains des matchs et qu'ils les gagnent quand même. Mhm. Cincinnati? Je me dis qu'il y a une vraie dynamique d'organisation qui va être dure à stopper. Parce que honnêtement, sur papier, hors saison, tu regardes ce 11 partant, tu dis non, ça c'est pas le 11 partant d'un patron de la ligue. Fait, je pense que vraiment en termes d'organisation, ils ont faim cette année. Moi, je les vois aller au bout dans l'Est, perso. Mais pour revenir à Philadelphie, qui est la meilleure équipe des quoi, 3, 4 dernières années assemblées, il n'y a pas un petit truc un peu bizarre ou différent cette année, dans le sens que j'ai l'impression ils peuvent être aussi solides et forts que d'habitude. Puis il y a des matchs où tu dis, oh, comme par exemple, ils ont perdu face à Atlanta l'autre jour. Ouais. C'est pas un visage très impressionnant de Philadelphie. Ils ont ces petites sautes de concentration de résultats dont ils n'étaient pas adeptes euh, dans les derniers. Ouais, enfin, ils jouent pas de la même façon à l'extérieur, je pense, cette année qu'à domicile. Ça, c'est vraiment deux équipes différentes. À chaque fois, de toute façon, tu vois, si Daniel Gazdag touche pas le ballon, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour Philly. C'est vraiment, à chaque fois qu'il a pas été impliqué dans n'importe quel match, il n'y a rien, en fait, du côté de Philly. Parce que c'est lui qui met un peu le rythme. Tu sais, quand il y a une action où il vient pas, mais on le trouve à chaque fois. Mais là, depuis les matchs à l'extérieur où ils ont perdu, c'est parce que pour moi, tu vois pas vraiment Gazdag vraiment mettre le tempo, quoi. Mhm. Hmm. Moi, je reste sur Philly aussi, sur Cincinnati, en fait, par rapport à Philly, parce que on fait des blagues, des fois, on a l'impression que Cincinnati, pardon, c'est Philly Mhm. 2.0. Ouais. Qu'est-ce que, de ton point de vue, est-ce qu'il y a un fond de vérité dans notre blague? Ouais, enfin, c'est pas les mêmes joueurs, bien sûr, mais c'est bon, beaucoup d'anciens de Philly. Là, je pense que la seule chose si tu compares les 2 années entre l'année dernière, Philly, et puis cette année, Cincy, c'est leur défense. Ils encaissent pas beaucoup de buts. C'était la grande chose de Philly depuis quelques années. Là, la défense, bon, tu peux pas rester toujours au top niveau pendant 4 ans ensemble, mais tu sens que voilà, dès qu'il y a un peu de blessés, Wagner s'est blessé, il y avait Baizo, Ariel, c'est entre les deux. Enfin, la défense de Philly moins
performante qu'il y avait, même s'il y a toujours André dans les buts. Mm. Mais Cincy, je pense que c'est ça, c'est la différence qu'ils ont là. C'est par rapport à comparer Philly, ils défendent de la même façon. Comme tu as dit Vincent, l'organisation, voilà, il y a pas un mec qui fait pas son boulot, quoi. Donc, et c'est ça un peu qui change à Philly, c'est que maintenant, vu qu'ils sont tous, un peu au top, élus meilleurs joueurs à chaque fois, chaque année, je pense que la motivation n'est peut-être pas aussi forte que Cincinnati, qui ont la même chose. Tu sais, parce qu'ils ont changé, Philadelphie aussi a changé, joue à 3 défenseurs aussi. Puis Ouais, ce que j'ai aimé en parlant de Jim Curtin, il disait que Cincinnati et Philadelphie étaient parmi 2 des seules équipes en MLS qui jouaient à 2 attaquants. Et que dans le fond, 2 attaquants, c'était ça la fondation du club, plus que ce milieu en diamant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est de l'écran de feu ou c'est vraiment bah, ça la c'est fondation? non, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès avec on va dire le Diamond au Hum, milieu, mais il faut qu'il ait les joueurs aussi. Et là, tu vois, il y a quand même Bedoya, bon, qui est très intelligent, mais là, il a plus peut-être les jambes qu'il avait il y a 2 ans, donc il peut pas courir autant pour aider Martinez. Après, tu as Flag de hockey qui était un peu moins bien, parce que tu as Maglin qui commence à pousser, donc tu sens il y a moins de stabilité. Donc après, ouais, le milieu qu'il essaie de faire, j'aime bien, mais des fois, quand tu dis, oh, ils peuvent pas courir plus. Flag court beaucoup, mais s'il y a Bedoya qui est pas physiquement prêt, ils se font battre à chaque fois facilement, quoi. Et puis les trois devant, bah ils touchent pas ballon. Donc, hum. mais ouais, j'aime bien ça par rapport aux joueurs surtout qu'ils ont. C'est parfait le Diamond, je pense que c'est le mieux. Mais dès qu'il y a peut-être Lowe qui joue à son meilleur niveau, quand Lowe était à son meilleur niveau, c'est là où ils ont un peu remonté la pente au classement. Ils ont eu 6 matchs sans défaite. Je pense que Lowe, ça donne une possibilité en plus que peut-être il n'avait pas avant Hum. d'avoir Damien Lowe dans l'effectif. Parce que l'année Mais dernière, j'aime bien, c'était tu toujours vois. la même chose. Il changeait rarement de formation parce qu'il sait qu'il n'avait pas le joueur ou un troisième center back pour le faire. Donc, J'aime bien comment Lowe s'est intégré à la défense à 3, mais je me rappelle de ce match Philadelphie-Montréal où on était sur place avec Fred. mhm. Qui, tu sais, le milieu, là, ils se sont écartés du losange, mais oui, Philadelphie a gagné 3-0. Mais ils se sont pris plein d'occasions de Montréal qu'ils se prenaient pas avant. Oui, Honnêtement, ils ont été chanceux de pas prendre de but dans ce match-là. Fait que, tu sais, la version à deux, on va dire double pivot, deux sentinelles, Flock Martinez, oui, sur papier, mais moi j'ai l'impression que c'était plus solide avant. ouais, Honnêtement. ouais. Bah, c'est juste quand ils ont défense à 4, c'est toujours mieux déjà, parce qu'il y a plus de balance dans leur équipe. Mais ouais, avec Julie Bedoya, Martinez qui avait fait un flag, personne ne le connaissait, Gazdag, c'est un peu pareil, tu ne connaissais pas. Enfin, tout le monde était motivé. Carranza voulait leur faire une super saison et bah, il a encore, voilà, Mhm. un peu une super saison cette année, mais tout le monde avait faim en fait l'année dernière. Donc tu sentais que voilà, il y avait rien qui pouvait les déstabiliser. Et puis après, on est sûr, tu as la chance, tu as pas mal de choses qui se passent pour toi aussi, mais je pense que la motivation est différente, je pense, pour cette année pour Philly. Vincent, est-ce que la défense à 3, tu sais, on a l'impression que de l'extérieur, que c'était une tendance aussi, même mondiale. Tout le monde passait une Ouais, ouais. défense à droite. Est-ce que parce que je reviens aux 2 attaquants, est-ce que c'est une façon justement de répondre? Est-ce que c'est une réaction à cette défense à 3 qui se généralise, les 2 attaquants? Oui, il a dit, Non, pas du tout. moi j'avais aimé l'honnêteté de Curtin, tu sais, qui avait dit au début, bah, c'est parce que justement il me manque des milieux, il me manque Bedoya, je peux plus animer mon losange. Meglin était parti avec les sélections de jeunes américaines, il pouvait plus faire son losange. Mais qu'il l'a essayé, ça a marché. Et derrière, j'ai aimé sa réponse parce qu'il disait, bah regarde, c'est une corde de plus à mon arc, puis je pense que je vais l'utiliser. Un peu comme Brentford le fait en première ligue, quand ils sont sur la route face à des grosses cylindrées, grosses équipes, bah peut-être qu'on va le ressortir, mais que c'était pas devenu le système de Philadelphie. C'est très honnête, c'est sensé, mais je pense que c'est aussi logique et réaliste de se dire que je suis pas sûr que ce soit le système optimal. Moi, je Non, trouve mais que c'est bien c'est déjà qu'ils après, à pensent. la fin, toute la différence. Il a raison, Sébastien. Ouais, mais c'est bien qu'ils pensent. Enfin, c'est pour te dire un peu l'évolution de Curtin. Tu dis ça, Curtin, quand il a commencé à s'entraîner, il jouait toujours pareil. Jamais dans sa tête, tu sais, il aurait essayé, ah tiens, je peux peut-être faire ça maintenant. Maintenant, tu vois, il se développe un peu plus, il essaie de s'ouvrir et de voir même d'autres systèmes. Et je pense que c'est ça aussi qui l'aide. Mais avant, enfin, si tu regardes toujours un match des Philadelphie, tu sais exactement quand est-ce qu'on va être le premier changement. Le deuxième changement, c'était toujours pareil. Maintenant, tu sens bon qu'il fait peut-être un peu plus confiance à des jeunes joueurs qui peut-être faisaient pas l'année dernière. Donc, non, c'est sûr, c'est bien pour lui, mais ouais, le losange, je pense que c'est le mieux pour cette équipe.
Ouais, Curtin aussi, Philadelphie est réputé pour pas utiliser, en fait, c'est l'équipe qui utilise le moins de joueurs sur une saison aussi. Ça, est-ce que c'est pas problématique parce qu'il y a les résultats, mais est-ce que c'est quelque chose, un point d'amélioration pour Jim Curtin cette année, Ouais, peut-être? peut-être. C'est vrai que de temps en temps, tu te demandes pourquoi il fait encore jouer tu sais, joueurs, surtout quand il y avait la Champions League, tu sais, en début de saison et tout le monde est un peu n'est pas à 100%. Donc, quand tout le monde avait les matchs Champions League tous les 3 jours, c'est beaucoup. L'effectif de d'Union, bon, ils ont un bon effectif, mais c'est pas la rotation, faut la faire quoi. Sinon, si tu la fais pas, je pense qu'il a eu quelques joueurs cette année qui étaient blessés parce qu'ils a fait trop jouer, je pense. OK, Mais dis-moi, Sébastien, oui, vas-y, Vincent, juste. non, parce qu'on parle d'effectifs, je suis là, regarde, on est dans la droite lignée de notre conversation. On parlait, ils ont peut-être un peu moins faim cette année, en tout cas c'est différent. Puis là, ils sont peut-être aussi plus sensibles, certains joueurs, à des sollicitations sur le marché, parce qu'ils ont accompli des belles choses avec Philadelphie. C'est peut-être le temps de... Bon, Kai Wagner, ça fait 1000 ans qu'on parle de transfert, il est encore là, mais ça, il va finir par partir à un moment donné. Mais il y a peut-être quelques petites vulnérabilités à droite à gauche. Si Wagner est pas, si au milieu de terrain, McGlynn n'est pas, c'est aussi un peu léger. Puis devant, Corey Burke qui est parti, c'était de la bonne profondeur. En série, il était super bon. Est-ce que ça peut pas un peu bouger et chambouler un peu Philadelphie, ce mercato estival? Ah, si, je pense que comme tu dis, il y a plein de joueurs qui, je pense, sont regardés en Europe. Je sais qu'il y a eu quelques offres, mais qui n'étaient pas forcément assez élevées pour que certains joueurs, donc ils attendent encore. Mais ouais, non, c'est sûr que ça va, quelque chose qui va se faire. Mais après, comme je l'ai dit, c'est pour ça que Ouais. Philly, je donne vraiment beaucoup de crédit à Insaner parce que c'est l'équipe qui dépense le moins d'argent au niveau des joueurs. Tu vois jamais quelqu'un qui est signé pour peut-être 10 millions ou quelque chose comme ça. Et Insaner va, je pense, il arrive toujours à trouver un peu la pièce qui manque ou si je vends Wagner, qui peut jouer à sa place, tu sais. Il est très fort à ça. C'est vraiment impressionnant les joueurs qu'il peut recruter. Et après, bah voilà, pour lui, c'est que Jim Curtin leur donne la chance de jouer, quoi. Tu sais, parce qu'il y a plein de jeunes joueurs qui sont là, mais des fois, tu les vois pas parce qu'ils n'ont pas leur chance. Et Ouais. ensuite, bah, tu sais comment c'est, tu perds ta confiance et quand tu as ton premier match, tu joues pas au meilleur niveau. Mais il y a des bons joueurs à Philly. C'est juste, voilà, attendre sa chance et des fois, t'attends longtemps, quoi. Sébastien Letoux, on va finir là-dessus aussi parce que ça, c'est le tremblement de terre en MLS. Lionel Messi, maintenant, arrive. Puis il arrive avec ses amis aussi. Hein? Il amène sa gang. Busquets devrait être là. Jordi Alba, aujourd'hui, on enregistre le 5 juillet. Jordi Alba devrait aussi remplir à Miami. Bref, on parle de FC Barcelone B Iniesta. 2.0. Iniesta, ouais. Iniesta. Je pense que Pep va revenir au jeu aussi à un moment donné. Bref, tout le monde est là. Est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce que tu en penses présentement de ça, de Messi qui arrive avec dans ses valises en plus tous ses amis? Est-ce qu'il vient en vacances? Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce qu'au contraire ça te réjouit? Non, ça me réjouit c'est sûr de le voir maintenant. Il a signé là 2 ans, je crois, 2 ans, 2 ans et demi qu'il sera là. Je pense que ça va être vraiment du spectacle. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses ici pour un joueur de foot qu'on n'a jamais vu aux États-Unis pour tout ce qu'il va faire, être regardé pour ses performances. Donc non, ça, je pense, ça apporte un truc super à la ligue. Après, bien sûr, il n'est pas à ses 25 ans, mais je pense qu'il va, il va nous faire 2, 3 trucs encore sans peut-être avoir même la meilleure équipe, même s'il y a quelques amis qui le retrouvent. Non, ça va être dur, mais je pense que le compétiteur qu'il est, bah, il va arriver, il va faire OK, on est dernier. Allez, on va essayer de faire les playoffs, quoi. Je pense que ça va être son but en tant que compétiteur, mais après, son équipe jouera pour lui, ça c'est sûr. Nous, on a vécu des petits Manchester, psychodrames à Montréal parce qu'il y avait Didier Drogba qui voulait pas jouer sur surface synthétique, sur turf. Et là, je regardais, il y a 3 dans l'Est seulement. Charlotte, Boston, Nouvelle-Angleterre là, et Atlanta. Est-ce qu'il va jouer, Vincent, aussi? Est-ce qu'il va jouer, Messi? Est-ce que ça va être un problème, ça, synthétique? je pense. Je pense en tout cas un problème. C'est un peu comme même chose que Drogba ou Zlatan. C'est-à-dire, s'il faut jouer ce match, il va le jouer. Mais que si c'est un match en cours de saison, faut pas prendre trop de risques. Tu sais, c'est pas une histoire de princesse ou je sais pas quoi. C'est une histoire aussi que, tu sais, c'est des joueurs. Lui, il a été un peu moins blessé, en l'occurrence, au genou que Zlatan ou Drogba. Mais c'est que si tu veux prolonger ta carrière, faut que tu fasses attention, tout simplement. Ça devient compliqué à un moment donné. Mais, ouais, non, je pense ils vont l'économiser un tout petit peu quand même. Hmm. Ça fait monter les prix des billets aussi. Déjà, je sais qu'à Montréal, il y a des abonnés de saison qui ont reçu des offres pour les billets l'an prochain. Je sais pas si ça À devrait être la Chester, même il chose. va y avoir du monde à Chester, ça va être rempli. Bah, peut-être, je sais pas si c'est possible de bouger tous les matchs des personnes dans des meilleurs stades, mais c'est vrai que ça aurait été bien s'ils puissent se jouer dans le stade du Miami Ah Dolphin. ouais.
comme ça tous les gens, tu sais, pour aller là-bas au lieu d'attendre de venir au stade. Et comme ça, il y a plus d'argent. Mais bon, il y a pas mal de choses à payer, je pense, pour ouvrir le Miami Dolphin stade. Ouais, c'est ça, voilà, faudra voir. De toute façon, s'il vient à Philly, il devra passer devant la murale de Sébastien Letou et comprendre que c'est pas sa maison, c'est celle du prince de Philly. Sébastien Letou, merci d'avoir pris ces quelques minutes avec nous aujourd'hui. Bonne suite de saison. On va peut-être se recroiser en Leagues Cup ou quoi que ce soit. Ouais, j'espère bien. Bah, oui, bonne saison à vous aussi. Et puis, bah, on espère, je pense, voir Montréal dans le top pour vous, moi, Philippe. Puis comme ça, peut-être on aura un bon match Oui, à voir ensemble. une bonne, une bonne affiche comme ça. Merci Sébastien Ouais, Letou. Bonne semaine, bon week-end, MLS. avec plaisir. Salut. Ouais. Ouais, de retour pour cette deuxième partie de 11 Montréal. Frédéric Laure avec vous, toujours avec Vincent Destouches. Hey, on a parlé de changements avec Sébastien Letou, du moins ceux de Jim Curtin. Curtin n'en fait pas beaucoup. C'est un peu télégraphié. Ce qu'on a trouvé à plusieurs reprises, ce que tu as mentionné en ondes, c'est que Hernan Losada est pas mal. S'il y a un entraîneur qui est pas mal, même dans l'histoire du CF Montréal en termes de changement, c'est Hernan Losada. Puis tu sais quoi, je lui en ai parlé la semaine dernière et il me dit, je suis content que vous le remarquiez, en fait, ou du moins qu'on renote que je fais des changements pas mal, parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup entre mes deux derniers emplois aussi. Il dit, ce que j'ai fait, il dit, j'ai regardé tous mes matchs de DC United et même en Belgique. Et je me suis rendu compte, justement, j'essaie de comprendre mes patterns de changement, puis j'ai essayé de comprendre à me faire un peu plus confiance, puis trouver une façon justement d'être meilleur, puis d'influencer mieux le match en tant qu'entraîneur. Fait que, en fait, je vais juste lister les choses qu'il m'a dit et synthétiser sa pensée pour les gens. Il a regardé tous les matchs, donc. Il dit, pour m'améliorer, ce que j'ai fait aussi, c'est un climat de confiance avec mon staff. Mon staff me dit à un moment donné si j'ai fait un mauvais choix ou si je devrais faire un choix, puis ils n'ont pas peur de dire, hey, le changement que tu n'as pas fait ou tu as fait, tu le fais trop. Bref, la communication dans son staff, communication avec les joueurs aussi, parce que c'est pas de l'improvisation, malgré ce que certaines personnes en pensent. C'est pas de l'improvisation. Il faut que les joueurs soient au courant. Il y en a parlé au dernier match contre Charlotte aussi. Il avait parlé à Corbeau en disant, hey, Waterman, en disant, peut-être qu'au cours du match, il est possible que vous vous retrouviez en tant que latéral droit, ce qui est arrivé avec Waterman en fin de match. Les joueurs n'étaient pas surpris. Ça, c'est dans la préparation, justement. Il dit, je suis encore plus préparé sur plus de scénarios aussi. Puis faire confiance à son instinct, faire confiance à ses joueurs aussi, le plus possible. Parce que les entraîneurs qui trossent pas des joueurs, c'est normal dans chacune des équipes. Il dit, moi, je fais confiance à mes joueurs. Puis sais-tu quoi? Ça les garde sur le bout des pieds parce qu'ils savent que j'ai pas peur de dégainer, fait qu'ils sont prêts, ils sont engagés, puis ça engage dans l'équipe plus de monde. Fait que je trouve ça intéressant comme leçon de coaching de la part d'Hernan Losada qui a pris le temps de s'améliorer dans ce département-là. C'est la première fois. Non, c'est sûr que c'est probablement l'entraîneur qui a le moins peur d'effectuer des changements drastiques, même de lancer des joueurs qu'on n'attend pas. Parce que lui, il n'hésite pas dès la mi-temps. D'ailleurs, ça arrivait peut-être un peu trop de fois. Rendu là, c'est le revers de la médaille, c'est qu'on se dit, OK, il a des bons changements, mais il a du mal à avoir la bonne formule d'entrée de jeu. Parce que, bref, c'est forcément les deux idées vont de pair, mais je le trouve intéressant dans sa réflexion sur ses changements et sa proactivité. Je suis pas toujours d'accord, mais après, ça, c'est de la sensibilité. C'est pas parce qu'il fait un changement qu'il a raison de faire ce changement, et c'est pas parce que nous, on pense qu'il aurait dû faire autre chose qu'on a raison aussi. Mais dans le dernier match, par exemple, quand il fait entrer... il est particulier ce changement parce qu'il avait fait rentrer Ofor et Vilsaint à la place de Toy et Réa. Puis là, il y avait toute une réorganisation parce que Ibrahim passait côté droit, mais il n'était pas vraiment piston. Donc Campbell s'occupait à la fois d'être axial puis à la fois latéral. Et moi, je me disais, OK, mais au final, Vilsaint, tu te rends compte que c'est quand même un joueur, c'est quelqu'un qui redescend, il peut combiner avec Douk. Moi, je trouve qu'il manquait quelqu'un dans l'entrejeu qui allait apporter un élément de vitesse. Et la vitesse, c'est pas forcément courir. C'est la vitesse dans la transmission, dans la façon de créer des décalages. C'est pour ça que moi, je pensais que Hamdis aurait été un bon joueur dans ce match. Parce que c'était tellement englué dans le centre que, avec ces combinaisons, boum, tu peux créer un décalage dans le centre où tu peux faire respirer les ailes qui étaient les seuls endroits qui étaient ouverts et ça ne fonctionnait plus sur les ailes dans la deuxième mi-temps. Et ça peut pas fonctionner, ça peut pas être comme ça. Je pense avec ce CF Montréal, puis même avec celui de Wilfried Nancy, ça arrivait plein de fois également que tu as un système avec deux pistons, mais tes côtés vivent pas assez. Fait que moi, tu sais, je trouve que des fois, dans ces changements, il devrait y avoir
Et à la fin, il l'a dit, rappelle-toi, il y avait cette image où il faisait comme ça. Je veux de la largeur, puis on fait des centres. Oui, 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 oui. Faut faire vivre les ailes, faut les raviver. C'est un peu le poumon du truc. Donc, bref, je suis pas sûr, par exemple, de ce changement-là. Puis on peut s'obstiner. Il aura pas 100% raison sur tout, mais au moins il essaye. Il se donne des chances. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont impliqués dans les succès et les résultats du CF Montréal cette année. Vraiment beaucoup de joueurs. Fait que je pense que dans sa manière d'engager un groupe, il est intéressant, Losada. Moi, deux choses. Tu viens de parler d'Amdi aussi. Amdi, on l'a vu à un certain moment, même on lui en a parlé, puis il semblait être content, il a monté, on se disait, peut-être qu'Amdi revient dans l'effectif. Puis là, c'est Miljevic, soudainement, Ouais. qui est dans l'effectif. Ça, puis il s'est lui-même plaint un peu plus tôt qu'il y avait 4 numéros 10 qui n'étaient pas vraiment des numéros 10. Amdi, Miljevic, Duke et Sean Rea aussi. Et là, alors qu'on pensait qu'Amdi était revenu, qu'il y a eu un départ, c'est Miljevic qui embarque dans le match, alors que toi-même, tu prescrivais, t'as pas tout le temps raison, mais en même temps, Ah, c'est sûr. et Amdi aurait peut-être été intéressant pour ce match plus que Miljevic, justement. Mais Moi, bon. c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Mais tu sais, au moment où je l'ai dit dans le match, je me suis dit, tu vas voir, c'est Miljevic qui va rentrer. Parce que Mm. des fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on voit pas les choses exactement du même œil, évidemment, il arrive l'opposé de ce que tu penses. Écoute, rendu là, c'est aussi une histoire individuelle. Hein. Miljevic, il faut aussi le comprendre. Lui, il a pas beaucoup joué. Lui aussi, il a le droit à sa chance. Lui aussi, il a Mm. le droit de montrer qu'il est l'homme providentiel. L'affaire, c'est Hamdi, il n'a pas saisi son opportunité ou on lui a pas donné. Probablement un des deux. Si on lui a pas donné, c'est qu'il la méritait pas, j'imagine. Ou alors qu'il rentrait pas dans le profil. Parce que rendu là, c'est pas juste Losada, c'est Nancy auparavant. D'année en année, c'est la même chose. Je suis pas sûr de savoir exactement ce qu'on lui reproche. Euh, mais moi, je trouve ça dommage. Je trouve que dans le match de l'autre jour, ça a amené un mec comme Hamdi qui joue en combinaison, en une touche. Tu avais besoin d'amener cet élément de vitesse au jeu. Mm. Miljevic, c'est pas un synonyme de vitesse. Mais écoute, faut donner la chance aux joueurs. Et moi aussi, Miljevic, j'ai toujours dit, je l'aime bien, mais dans ce match-là, j'étais Mm. moins convaincu. Mon autre point, c'est que Zachary Broguillard, là, puis on l'a vu avec le Canada, il n'est pas rentré aussi. Ouais. C'est une occasion, et on en parlait notamment avec Jonathan Sirois. Qu'est-ce qu'il aurait fait sur le bout du banc aussi? C'est peut-être mieux de jouer des matchs à Montréal. Chouanière, c'est une autre affaire, à mon avis. Mais Zachary Broguillard, bon, c'est sûr que tu peux pas refuser l'appel du sélectionneur dans une certaine mesure, puis c'est bon. International canadien, international n'importe quoi, c'est un petit premium sur ta carrière, sur ton CV, puis sur ton prix, ultimement. Mais il y aurait des minutes en ce moment, Zachary Bourguillard, puis il y aurait du temps, puis il y aurait du moment à se faire valoir, à un moment où, justement, il était en pente ascendante dans cet effectif-là. Ouais, Occasion c'est sûr. ratée dans les circonstances. C'est circonstanciel, mais occasion ratée pour ZBG. Après, Je quand ne il peux y pas va, dire il pour sa y va. carrière, mais pour cette année, en tout cas. Ouais, mais après, quand il y va en sélection, il se dit pas qu'il va pas jouer. C'est Ouais. qu'au contraire, c'est rendu là, c'est dur à prévoir. Je pense que lui, il se dit Ah! juste Hmm. probablement que c'est une belle vitrine. Parce que Ouais. rendu là, la Gold Cup, elle est regardée, hein, c'est évident. Hmm. À l'international. Donc, c'est normal pour plein de raisons qu'il apprenne cette décision. Mais tu sais quoi? Moi, je l'ai vraiment, vraiment, puis je l'avais dit aussi quand même, j'étais pas étonné qu'il soit titulaire avant qu'il parte. Moi, je suis pas prêt à dire que c'est assurément le remplaçant d'ici à la fin de l'année, Zachary Broga. On a vu quand même que Herrera, au bout d'un moment, là, bref, ça devenait un peu moyen, ses performances. Lui aussi, tu sais, ça allait un petit peu en dégringolant. Et Zach Broguiard, il a amené tellement de peps, d'offensifs. Il peut tirer son épingle du jeu, encore surtout qu'à travers ses déclarations, on a bien compris que lui, Zach Broguiard, il joue pour un nouveau contrat. C'est que ce Hmm. soit pour continuer à Montréal en faisant partie intégrante du plan, soit pour jouer ailleurs. Hmm. Et rendu là, je pense qu'il va être très motivé à faire des très bonnes performances. Donc moi, je l'exclus pas du tout parce que je l'ai vraiment trouvé intéressant avant qu'il parte. Non, t'as raison. Puis c'est pas, je veux juste clarifier aussi, c'est pas, je parle pas de la décision de Zachary Bourguillard parce que tu peux pas refuser, je pense. Puis t'as raison, t'as bien dit, peut-être c'est une vitrine qui peut être intéressante. Puis à ce moment-là, tu dis oui, oui, j'y vais. Mhm. Mais je fais juste que les circonstances Ouais, ouais. des circonstances, et c'est ça une carrière aussi, c'est des moments, c'est des endroits où t'es, c'est des déclics. Peut-être que Zachary Bourguillard, en restant ici, en jouant les matchs que Herrera joue à la Gold Cup présentement, il y a une autre histoire et sa carrière ultimement prend une autre trajectoire. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille. OK, on est enregistré le 5
juillet. D'ailleurs, si on rate quelque chose au moment de la publication, excusez-nous, mais on est en après-midi, donc le 5 juillet. La deuxième période de transfert, fenêtre des transferts est ouverte en MLS. Et tu nous as fait un petit scoop, Vincent, premier scoop de l'année. Andrew Gutman, non pas pour un scoop, mais pour un scoop de cette fenêtre de transfert. Andrew Gutman, passe d'Atlanta au Colorado aussi. Tu sais, on vient de parler d'Herrera. J'ai l'impression que c'est un peu de la même logique. Herrera est arrivé à Montréal en partie parce que RSL s'est dit, on veut pas investir, ça fait partie de la réflexion, là, mais on veut pas investir autant pour un défenseur droit, un latéral droit. Gutman est à la fin de son contrat, ce que je comprends à Atlanta. J'ai l'impression que eux aussi, en se disant, c'est peut-être pas une position latérale gauche sur laquelle on veut dépenser beaucoup d'argent parce que Gutman en mérite aussi, parce que c'est un bon. As-tu cette impression-là? C'est ça qui motive Oui. cette transaction? Oui, on est là, on est là. Après, je pense, il voulait le garder, Gutman. Il voulait le garder, sauf qu'à partir du moment où on s'entend pas. Puis je peux comprendre Gutman, de toute façon, la façon dont le jeu il est joué maintenant, le jeu des négociations, le jeu contractuel, c'est que tu regardes qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la ligue. Tu regardes combien tel joueur et tel joueur gagne, puis tu crées presque des précédents, des jurisprudences. Alors Gutman, il arrive et puis il dit, moi, je vaux quelque chose quand même. C'est vrai qu'il est intéressant offensivement, défensivement peut-être un peu moins, mais je pense qu'il avait des demandes et que Atlanta n'était pas prêt à consentir. Fait que rendu là, c'est devenu très très évident très rapidement que leurs chemins allaient se séparer. Et, Colorado a vraiment bien fait dans les circonstances parce que eux, ils avaient un besoin à gauche que le Canadien Bambito justement, il dépannait assez souvent. Donc bravo Colorado qui est toujours proactif hein, sur les transferts intra-MLS et au fur et à mesure des années, là, les Rosenberry, les Trusty et consorts, même Valencia, on peut le mettre là-dedans. Gutman maintenant, il y en a plein. Ils sont assez proactifs, ils sont bons, ils ont réagi et puis ils n'ont pas payé si cher que ça quand tu vois. C'est Non, quoi, c'est non, non. 400 000 plus une place internationale et éventuellement 150 l'an prochain. Mais en même temps, ils n'ont pas l'assurance de le prolonger, Gutman. Hein. C'est ça le risque, mais c'est un beau risque. Ça aurait été un choix pour Montréal? Parce Bah, qu'on en revient toujours à ça, puis on peut pas tout avoir, puis c'est dans l'Est aussi. Je sais pas si Atlanta aurait voulu transiger comme ça, mais je te dirais plus maintenant. C'est un peu pour ça que je m'intéressais à Gutman aussi à la base et que j'ai fini par avoir l'info. Mais à partir du moment où tu as fait le move pour Lassiter, je trouve que ça vaut plus le coup. Parce que Lassiter, il s'est bien installé à gauche, on peut le dire. Honnêtement, moi, je vois pas de raison de l'enlever, même si c'est pas son poste. Il est bon, il a du temps de jeu. Défensivement, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Fait que si tu vas chercher Gutman, t'invalides un peu ce que tu as fait auparavant. Rendu la vie avec ta décision et essaie d'investir ailleurs et pour améliorer l'équipe. Je comprends. Moi, ça me va en fait. C'est ça que je veux dire. Là, tu te serais retrouvé avec Gutman, avec Lassiter. Puis Gutman, il est très intéressant offensivement, mais puis je me suis retrouvé dans les notifications. Là, ça arrêtait pas. À Atlanta, c'est des malades aussi. Il n'y a pas grand monde qui. Enfin bref, Gutman défensivement, il est pas très apprécié. ouais. En même temps, l'an dernier, notamment quand ça allait mal, c'était le joueur qui donnait 70%. C'est le genre de joueur qui a pas de demi-mesure. Et ça, c'est tout à son honneur. Atlanta, d'ailleurs, c'est le prochain adversaire de Montréal, samedi le 8 juillet, au Stade Saputo. Moi, je vais continuer. Comme diraient les Chinois, je vais double down sur ma position pour Atlanta. Je disais que c'est une équipe qui était pas si bonne que ça. Ils sont 7e présentement. Et je vais faire ce que j'ai reproché à d'autres d'avoir fait à propos de Mathieu Choinière. Si ta prestation référence, comme celle-là a été contre Philadelphie le week-end dernier, victoire de 2-0 d'Atlanta, ils sont comme très contents de leur dernière victoire, puis ils ont l'impression justement qu'ils ont rejeté les passes pour se relancer aussi. Si ce genre de match-là implique dans ton milieu de terrain Amir Sejdic, c'est que ton équipe, t'es pas là encore nécessairement. Je dis ça Oh de même. my God. Ouais, mais c'est plus toi qui es en train de creuser ton trou qu'autre chose. Tu penses que Thiago Almada va partir cet été, en fait? Euh, je pense que s'il part pas, c'est un peu bizarre. Moi, je pense qu'il part. C'est pour ça que je te dis, je pense que s'il part pas, c'est un peu étrange. Mais d'ailleurs, il est même pas proche d'être la star en MLS qu'il devrait être à ce stade-ci. Je suis Non. un peu étonné à quel point le train de promotion de Thiago Almada a pas tant embarqué. Tu le vois, là, il parle de lui, mais t'as un champion du monde argentin de cet âge-là dans l'un des clubs phares de ta ligue. Puis, tu sais, tu peux passer à travers, si t'es à Montréal ou dans d'autres marchés, tu peux passer presque à travers la saison
sans qu'il soit dans ta face, je trouve ça un petit peu étonnant. Mais écoute, pour l'instant, on voit pas trop de rumeurs. Ou il y en a pour des clubs que je vois pas qu'est-ce qu'il irait faire à Manchester United ou Manchester City, honnêtement. On parle de Naples, peut-être. Ça, c'était la seule équipe. Puis dernièrement, il a dit que son agent n'avait pas reçu d'offre pour cet été Almada. Alors, Non, c'est ça. Bah, ça peut vite s'accélérer aussi. Il y en non. a- les clubs européens sont à peine en phase de reprise. Tu sais, puis je vais continuer, tu vas dire, je vais creuser mon trou encore plus. Je vais aller jusqu'au bout pour Atlanta. Moi, j'ai l'impression que pour avoir vu quelques matchs, le langage corporel, pas sûr que Pineda et Almada vont prendre des bières après le match ensemble. Non, effectivement. Mais ça, OK, je peux. t'as remarqué, toi aussi? Non, mais j'ai même entendu des trucs. Ouais, ouais, je Euh, pense que oui. je Je veux pense que pas, regarde, là, regarde, c'est ésotérique, là. on va reprendre le truc au début. Ok. Reprenons l'année dernière. Hmm, L'année dernière, quand tu avais dit quel entraîneur pourrait partir, je t'avais dit moi Pineda, parce que je hmm, trouve que les résultats n'étaient pas en corrélation avec ce qu'Atlanta devrait faire. Vous pouvez oui. reprendre les podcasts, vous le verrez. Puis effectivement, ils n'ont pas fait les séries éliminatoires. Là, on parle d'un club qui est en phase de transition. Nouveau président qui a fait un semi-ménage du vestiaire parce qu'il fallait l'assainir, ce vestiaire, qui avait beaucoup trop de pouvoir, qui avait eu la tête de plusieurs entraîneurs. Bref, tu commences à faire ton ménage de vestiaire, tu peux pas le faire complètement non plus, ça prend quelques mercatos, mais quand même. T'as un club qui est ouais septième, mais bon à 3 points du quatrième. Bref, ça vaut ce que ça vaut, avec pas tous les mêmes nombres de matchs joués. Moi, je trouve qu'ils font pas si mal dans les circonstances. C'est que Pineda, pour l'avoir observé, tu dis que tu regardes les matchs. Honnêtement, si tu regardes les matchs, tu peux pas dire que c'est mal organisé ou que ça joue mal. C'est pas encore ce que ça devrait être si t'es Atlanta. Ça, on est d'accord. Ils ont pas atteint leur plein potentiel. Je sais pas si Pineda sera l'homme au-delà de 2023, parce qu'il me semble qu'il arrive en fin de contrat lui aussi à la fin de l'année. Je sais pas s'il est cet homme-là. Mais la conversation qu'on avait, c'est quel est le prochain entraîneur à partir? Tu disais Pineda, ils étaient quatrième. J'étais là, on peut mettre un peu de nuance, c'est pas blanc ou noir. Donc voilà, moi c'est là où je me situe. Je pense qu'Atlanta est une équipe de série sans problème. Je pense qu'il a des croûtes à manger, Pineda, et qu'il devra trouver une manière de faire fonctionner ce vestiaire-là, parce que si c'est pas le cas, Hmm, pourrait être le prochain aussi à subir un peu le fait de pas réussir à maîtriser un vestiaire d'Atlanta. ouais. Non, parce qu'on est en précision aussi, je disais pas que c'est le prochain à partir, hein, mais je disais que c'était peut-être une carte cachée d'entraîneur qui pourrait partir, être sur le siège éjectable. Puis à chaque fois que tu dis que oui, ça joue pas mal, mais ça joue un peu aussi. Ça joue un peu plate. Ou du moins, je reste constamment sur ma faim quand je vois Atlanta cette année. Ça, c'est moi, avec mon appréciation. C'est la deuxième meilleure attaque de l'Est, mais ça joue plate. Ouais, Ok. ouais, mais je persiste. D'ailleurs, ils ont beaucoup, c'est Mais l'équipe non, qui mais c'est marque le ça plus de la l'affaire, c'est tête, qu'on hein. tombe dans des débats où il n'y a plus de nuances. T'as pris un truc, un hot take, puis tu vas aller au bout sur Je vais y aller au l'autoroute. bout. Je vais mourir Non, mais avec, c'est OK? parce que tous les arguments servent ton parti pris. Hey, il y en a qui ont fait des carrières là-dessus, OK? Mais On va pas justement, toutes mais les pourquoi tu nommer. dénonces ça en off, puis derrière, Oui. quand on fait de la caméra, tu fais... Non, non, Enfin, mais écoute, en même temps, j'essaie de manger à tous les râteliers, comme on dit. OK, exactement. justement, mon prochain qui va partir, ça, tu veux-tu un potin? Parce que j'ai un petit potin pour Austin présentement. Tu sais, Vas-y. il y a un nouveau directeur sportif. D'ailleurs, on en a parlé dans le dernier balado. On a fait notre top 5. En fait, j'ai fait mon top 5 des places les plus intéressantes, à mon avis, les plus enviables de directeurs sportifs présentement à MLS. Austin était mon troisième choix, puis c'était confirmé dans une certaine mesure parce que Rodolfo Borrell, pardon, l'adjoint de Pep Guardiola, est devenu directeur sportif là-bas. Il se chuchote que Josh Wolf serait lui aussi sur le siège éjectable présentement. Regardez les prochains matchs de Austin et qu'il pourrait être remplacé par un ancien entraîneur qui est déjà passé en MLS aussi. Et faites les connexions, là. C'est le potin présentement. Mais pourquoi tu le dis pas? Pourquoi je dis pas? Moi, OK, d'accord. Domi Torren. On Adomé chuchote. Torrent, ça fait un moment qu'il se cherche un poste aussi. Il est tout le temps quelque part en Ouais, MLS. Ouais, ouais, ouais. c'est relativement logique. Il y a un pas, puis il y a un push. Domi Torren et Borrell se connaissent aussi. Bref, c'est dans le. Ils sont passés par City les deux. Alors voilà.
Vous m'en direz des nouvelles dans les prochains jours. Si Austin, ça va mal. Si Austin réussit pas à avoir des résultats, ils sont fait un week-end passé, je pense, à Miami. Carte postale, il y a un auditeur, notamment Luc Fortin, qui nous écoute régulièrement. Il dit, continue à faire des cartes postales, un peu nous parler des autres stades parce qu'on voyage plus cette année. Juste revenir, on l'a pas fait, je pense, la semaine dernière, mais je voulais juste être certain de l'avoir fait. On a été surpris par l'ambiance. Tiens, fais le don ce bout-là, Vincent. L'ambiance à Charlotte. On a été agréablement surpris par notre expérience là-bas. Bah, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que ça. C'est que c'est vraiment un stade. Si vous devez faire un top 5 des destinations, puis que vous voulez justement une carte cachée, là, la carte un peu hipster, allez à Charlotte. Parce que honnêtement, tu vis vraiment un match sympathique, dans une super ambiance, avec beaucoup de monde. Et tu vas dans le stade. Bon, déjà, c'est un stade de football, donc c'est grand, il y a plein de concessions, c'est quand même assez sympathique de se balader là-dedans. Là, je te dirais, les 2 tiers des personnes qui sont là-dedans ont un maillot de Charlotte, fait qu'ils l'achètent tous, et les variantes des maillots, hein, il y a de tout. Il y a le à l'extérieur, il y a le recyclable, il y a le nanana. C'est une ville qui, à ce moment-ci, quand tu es là-dedans, tu dis waouh, vraiment, ils vivent au pouls de Charlotte. Alors, j'irai pas jusque-là, parce que quand tu te balades après dans la ville, tu vois pas nécessairement les maillots de Charlotte partout, mais c'est vraiment agréable d'être dans ce stade. C'est vraiment agréable d'être dans cette ville de manière générale, et que si tu m'avais demandé de but en blanc, je t'aurais pas dit que c'était une destination privilégiée, mais ça le devient vraiment. Je trouve ça vraiment très, très, très intéressant d'aller faire un match là-bas. C'est la deuxième équipe en termes de foule. C'est la deuxième équipe avec la plus haute moyenne derrière Atlanta. Vraiment très bonne ambiance. On annonçait 33 000 quand on est allé face à Montréal. Je ne sais pas si ça apparaissait nécessairement dans notre reportage. On trouvait qu'il y avait vraiment une bonne ambiance et tout le monde là-bas à Charlotte nous a dit c'était une des pires ambiances de l'année, alors que nous, on était agréablement surpris. Vraiment, tu as raison, carte cachée pour destination si vous voulez faire ça en MLS. T'as aimé, on continue dans peut-être à brûle pour point, là. T'as aimé le El Trafico, on parlait d'ambiance, 82 000 personnes étaient au Rose Bowl pour le LA Galaxy, LAFC. T'as aimé le match? Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Bah, pas autant que ce que j'aurais pensé. Je vais être très honnête avec toi. Je trouve que l'événement, bon, il est mal tombé parce qu'il n'était pas censé être à ce moment-ci de la saison, hein. C'était le coup d'envoi de la saison normalement. C'était le tout premier match qui devait se dérouler fin février. Puis à cause de conditions météorologiques, on l'a repositionné dans le calendrier à ce moment-ci. J'ai regardé le match, j'ai vécu le match. Bon, j'ai plein de choses à dire par rapport à LAFC, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Mais je sais pas, je trouve que il y a la statistique du record battu, mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu un match avec une foule record, dans une ambiance hallucinante. C'était le match de l'année qu'il fallait pas manquer. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ce match en ayant regardé. Donc peut-être que il y a un enjeu aussi. Parfois, peut-être qu'on peut améliorer certaines choses dans la réalisation et tout. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y a des El Trafico avec moins de monde où j'ai beaucoup plus trippé. Hmm. Ah, c'est drôle, parce que j'ai aimé le match, moi, quand même. J'ai trouvé ça un bon match. De raison que c'était pas un match extraordinaire, mais moi, j'ai aimé. Est-ce que, là, tu vas dire encore, c'est un de mes hot takes, là, et tu vas rire de moi, mais LA Galaxy, ils vont faire des séries éliminatoires. Regarde, tu vois, moi, cette Ah année, oui. quand j'ai regardé les Galaxies, j'ai quand même pris du plaisir. Ben, Euh, moi, je suis d'accord. bon, C'est qu'est-ce que pas tu un en hot penses? take. Est-ce que si je disais ça, est-ce que tu dirais que tu es dans le champ complètement? Est-ce que les Galaxies, parce que je trouve qu'ils ont Je quelque viens de te chose de les dire que je suis Galaxies. d'accord. Ouais? Je viens de te dire, je suis d'accord. Et puis je pense que c'est un sentiment, pour être honnête, qui est pas tant impopulaire de ce Hmm. que j'ai vu, de ce que j'ai entendu aussi. Et je pense que le monde fait quand même relativement confiance à ce stade-ci sur la dynamique des derniers matchs. Mais puis tu sais, c'est toujours très resserré dans l'Est, hein. Après, faut voir ce qu'ils vont faire et ce qui peut se passer durant le mercato estival. Mais ouais, moi j'ai assez confiance que Galaxy sera dans les 9 premières places, honnêtement. Dejan Joveljic, qui part pas aussi. Est-ce qu'il paraît, il joue pas très bien cette année. J'ai pas vu des tonnes, là, mais je voyais des gens puis j'ai parlé des gens de LA qui disaient qu'il était pas très très bon nécessairement cette année. 700 000, un peu 650 000 par année. Tu penses qui s'en départirait? Tu penses que ça pourrait être une option? Non, hein? Bah, en MLS, oui. Moi, à la place de Montréal, je suis pas sûr que j'irai là. Mais Non. mais c'est sûr que si on lui préfère Judd qui est pas extraordinaire, si on lui préfère Judd à la pointe de l'attaque titulaire pour des matchs comme ça, c'est qu'il doit pas casser des briques à l'entraînement, Hmm, Joveljic. hmm. Boyd, Euh, par contre, Boyd, j'aime bien. ouais. Mais ouais, mais Boyd, ça, j'aime bien. ça fait Boyd, c'est 2 vraiment super buts qu'il met, hein?
Ouais. Je sais qu'il y avait des rumeurs aussi. Je sais pas à quel point ça c'est vrai. Je m'étais pas intéressé à l'époque. Des rumeurs qui l'avaient lié à Montréal. C'est un Tyler bon joueur. Boyd, pardon. Ouais. Ouais. C'est un bon joueur. C'est une bonne prise, vraiment. Ouais, américain et tout. Deux choses par rapport à ce match pour finir. Moi, je suis impressionné. Tu parles, c'était le premier match de l'année, puis c'était vraiment un gros, gros coup dur pour la MLS que d'annuler ce match-là qui était pour lancer Apple TV, qui était pour lancer la saison, puis c'était un événement, puis ils avaient vendu ces 80 000 billets-là. Ils se disaient, est-ce qu'on, euh, qu'est-ce que c'est vraiment un échec total? Je trouve ça impressionnant au niveau de l'organisation d'avoir replacé ça le 4 juillet, date hautement significative, et d'avoir rempli aussi le stade et d'avoir fait le record. Malgré tout ce qu'on peut dire, je trouve ça en termes d'organisation, en termes de logistique, assez extraordinaire d'avoir réussi le tout avec en fait la MLS. Ça, je suis vraiment impressionné. Et l'autre chose, et on en a discuté, puis on est proche, je vais pas mordre la main qui me nourrit, mais ça aurait été bien aussi de ces rendez-vous-là, les avoir en français aussi dans les prochaines années. J'aurais aimé ça pouvoir, pouvoir le décrire, même pouvoir le regarder aussi en français, ça aurait été intéressant, je pense. Voilà. On peut que aller dans cette direction, hein, j'imagine. Bon, ça peut pas être moins, ça peut que être plus. Ouais. OK, on a pas mal fait le tour. Avant de finir, Vincent, t'as posé sur Twitter, Twitter d'ailleurs, qui est en train de, je sais pas, vraiment, c'est rendu de plus en plus plate avec sur Twitter. Quand même, il y a des moments agréables, comme cette question-là que t'as posée. Si vous deviez prendre un joueur ou une joueuse de tennis en activité dans votre équipe, de qui s'agirait-il et pourquoi? Il y a eu t'as vraiment, je regardais tout à l'heure et je lisais ton fil et tous ceux qui ont répondu, il y a vraiment des bonnes réponses. Tu veux nous en donner un peu? Bah, les deux premières qui ressortent, c'est peut-être pas un hasard ou pas anodin, ça me fait rigoler, mais les deux premières qui s'affichent, c'est JF Sénéchal qui dit Anna Ivanovic parce qu'elle amènerait son chum, qui est Bastian Schweinsteiger. Bon, c'est peut-être quelques années en retard ce commentaire, mais intéressant. Il y a Jean-François qui dit Anna Kournikova pour faire de la promo. J'aime comme tu penses, mais non, mais sinon il y a des réponses relativement logiques. Il y a dit Raphaël, collègue qui dit Nadal parce que Endurant aime courir, il est technique, rapide, gaucher, un bon piston. J'aime bien la réponse d'Eric Chan aussi qui dit Swiatek parce que Moi aussi. sans être dominante, elle est superbe dans toutes les facettes. Elle joue de façon intelligente et patiente. Fait que là, je serais curieux de savoir à quel endroit du terrain il mettrait Swiatek. Mais non, mais il y a du Je savais que c'est Kyrgios. un milieu de terrain, non? Probablement. Mais ça peut relancer efficacement aussi Swiatek, ça peut être dans une défense à 3, là, on sait jamais. Mais probablement dans un double pivot devant la défense, probablement. Kyrgios, il y a du Kyrgios, il y a du Monfils, il y a du Alcaraz pour des qualités athlétiques, voilà. Et sinon, il y a Hassan qui dit, je vais aller avec le duo Daniel Nestor et Sébastien Larreau. Ça, Les c'est deux, bon, hein? Blast from the past. c'est bien, les deux d'un coup. Les deux avaient du cœur au ventre, efficace et un duo dynamique. Ça ne flashera pas comme Messi ou Drogba, mais le travail sera fait et ils seront fiers de représenter leur club. Alors là, Hmm. je trouve ça un Nestor beau et duo. Larose, ce sont des défenseurs centraux. Ouais. Ouais, définitivement. C'est clair. Franchement, ouais. Définitivement, ouais. Ah ouais, je trouvais ça intéressant. Et J'aime bien. Kyrgios, c'est un ailier. Kyrgios, c'est un ailier, non? Il est grand quand même, hein, pour cavaler comme ça. Je suis pas sûr. Puis j'ai aimé, c'est un peu... Moi, je le mets en défense centrale, il n'y a pas un attaquant qui passe. Il va tous les tuer. peut-être. J'ai aimé, c'est Vincent qui dit ça, et dit c'est assez cliché, puis il a raison de le souligner, puis lui-même, John Isner le dirait, mais il dit John Isner comme attaquant ou en gardien de but. Et non, Ouais, mais ça avait gardien été de un but, ouais. gardien de but. Ah, moi, dans ma tête, je le voyais comme tour de Attaquant, contrôle. attaquant compliqué, mais gardien de but, ouais. Ouais. Gardien de but, ouais. Ah, ben, je me suis amusé à lire des réponses. D'ailleurs, aller sur le fil Twitter de Vincent pour soit rajouter des réponses ou voir, c'est ça, et donner, voir ce qu'on a répondu à tout ça aussi. D'ailleurs, ben, ça c'est notre mauvaise nouvelle de cette année. On ne sera pas à la description de l'Omnium Banque Nationale à TVA Sport. D'habitude, moi, ça fait 7 ans que je fais Toronto. Vincent, ça fait 2 maintenant. On ne pourra pas le faire cette année parce qu'on était à la Leagues Cup. Alors, c'est un mal pour un bien, probablement. On va être à la Leagues Cup, ce tournoi qui s'en vient le 21 juillet. Une belle curiosité aussi de ce côté-là. Voilà. On a fait le tour, je pense. Bah, je pense aussi, t'as d'autres potins. Non.
juste des potins personnels, mais je pense que ça intéressera pas les gens Tu ici. serais surpris. Tu serais surpris. Essaye. Ouais, peut-être. Mes poubelles vont bien présentement, mais il y a d'autres choses qui fonctionnent un peu moins bien aussi. Ok, Je te laisse aller dans ta barboteuse que tu as sortie et ton ok. pina colada. Ouais. Fais attention de pas incruster des Je, images dans l'esprit des gens juste avant de finir ce je podcast. fais ça pour un segment de notre auditoire qui fantasme en partie sur toi et sur ta vie en général. Cool. Voilà. Écoute, on a fait des recherches, on a fait des focus group, puis c'est une grande partie de Ce notre qui est ressorti, auditoire. c'est la barboteuse. Oui, c'est ça. Merci encore. Il y en a plusieurs qui nous s'intonisent aussi depuis le début. Il y en a plusieurs qui nous font des commentaires. Merci. Ils étaient contents d'avoir Nicolas Martineau la semaine dernière. Nous autres aussi, on était contents de le voir. On a eu une belle, un beau balado avec lui. On était 5e la semaine dernière, tout balado confondu, alors qu'on anticipe qu'au Canada, il y a 75% de la population qui parle anglais contre 22 qui parlent français. Et parmi ces francophones-là, il y en a beaucoup qui consomment des podcasts en anglais. On est très fiers quand même d'être dans ce top 5, des meilleurs podcasts de soccer au Canada. Fait que, puis, on est en fait, je suis pas fier que je cherche, peut-être, je suis vraiment, je suis plein de gratitude, comme le veut l'expression à la mode, de vous savoir à l'écoute, puis savoir que vous tendez l'oreille semaine après semaine. Voilà, c'était ma façon un peu maladroite de vous remercier, mais merci à toi, Vincent. On Merci à se, tous. on se Merci dit à à tous de samedi. nous écouter. Yes, on se dit à samedi. On a des semaines chargées qui s'en viennent samedi. Après ça, il y a le mercredi à Chicago. Après ça, on revient à Montréal pour Charlotte. Et après ça, on s'en va au match des étoiles aussi. C'est toujours une belle curiosité que ce match des étoiles. Voilà. Une curiosité, je pense que c'est le bon mot qui s'applique à ça. C'est Ouais, d'ici cette année. sur place cette fois-ci, ça va être cool avec Yes. Arsenal. Moi, je suis content de voir c'est bête à dire, hein, mais concours d'habileté. Moi, je tripe un peu plus d'année en année. Donc, je suis content de vivre ça sur place un petit peu. On va voir Mm. ça. À voir. Voilà. Merci à Kevin Laramie, qui est notre producteur et qui s'occupe justement de mettre en boîte tout ça et mettre en forme. Merci à vous. Passez une bonne semaine, bon week-end de MLS. On se retrouve de l'autre côté de l'autre semaine, en fait, pour un autre 11 Montréal. D'ici là, portez-vous bien.